Mesdames, Messieurs, pour respecter les horaires et le temps, je pense qu'on va commencer, si vous le voulez bien. Tout d'abord, je prie le président de l'Institut français de la mer, Audrey Blier, et vous demande de bien vouloir l'excuser. Il a quelques contraintes liées aux problèmes de virus actuels. Rien de grave, mais bon, il faut qu'il reste tranquille pendant quelques jours. Christian Buchet, notre co-organisateur, quant à lui, est retenu par une autre manifestation. Donc je suis heureux d'accueillir ici Fabien Clos, que vous allez apprendre à découvrir, qui est un merveilleux auteur. Quand on le lit, on a envie de redevenir pirate, corsaire, enfin tout ce qu'on veut. C'est extraordinaire. Il sera interviewé par un ami de l'Institut français de la mer, le commissaire général Vincent Canredon, qui est directeur général du musée de la Marine, qui est en pleine évolution. Il va nous faire un musée merveilleux. Vincent, je te laisse la parole. Bien, d'abord, bienvenue à tous, très heureux de revenir mardi de la mer. La dernière fois que j'étais là présent, c'était en 2015, une semaine après être arrivé au musée. Je ne connaissais rien au musée et je devais faire une conférence à la place de mon prédécesseur qui avait quitté, et il s'était prévu au mardi de la mer. Et c'était qu'est-ce que vous nous promettez pour le musée de la Marine de demain? Je n'avais absolument aucune idée de ce que j'allais dire. Donc j'avais repris la définition d'un qu'est-ce qu'un musée et j'avais réussi à broder pendant une heure. Je vais essayer d'être plus sérieux ce soir. Hein. Voilà. Et puis surtout pas parler de moi et pas parler du musée, puisqu'on a. Souvenir, merci. Puisqu'on a la chance de recevoir Fabien Clos, qui est quelqu'un qu'on va découvrir pendant. On a droit à 50 minutes, peut-être 45 maintenant. Voilà, et puis évidemment un temps comme habituellement mardi de la mer, de lui poser toutes les questions que vous voudrez. Je pense qu'il n'y a pas de questions tabou, hein, on pourra tout dire. J'espère, Fabien, que tu nous diras tout. Ma foi, aucune. Donc j'ai une petite présentation, voilà, un peu de la vie de Fabien Clos, qui va nous développer après à travers mes questions. On va voir un petit film juste après de quelques minutes pour vous montrer un peu dans quelles conditions il travaille. Très intéressant, et il nous expliquera aussi un peu. Et puis après, voilà, quelques questions, et puis après, on y va. Le grand bain sur la découverte de Fabien. Fabien, tu es né en 1972. Tu es d'abord un marin, un skipper, un compétiteur. Tu avais un peu plus de 20 ans quand, sur le bassin d'Arcachon, tu vois une étape de la solitaire du Figaro. Et ces skippers te fascinent, et tu décides d'en être. Tu cours dans les années qui suivent 3 de ces solitaires du Figaro. Pour ceux qui connaissent un peu la solitaire du Figaro, on peut mesurer l'exploit. Dans la joie comme dans la douleur, je pense qu'il nous en reparlera. Et tu cours ainsi de multiples courses en équipage, des championnats de France, d'Europe ou du monde, les voiles de Saint-Tropez, tous les niveaux, tout attire. Ta vie professionnelle, c'est assez surprenant quand on va savoir un peu plus de la vie de Fabien, c'est d'abord 10 ans comme cadre marketing dans des grands groupes internationaux. Et puis, tu vas créer ton école de croisière, qui existe toujours, Mer Bel Événement, basée à La Rochelle, où tu vis avec ton épouse et tes enfants à bord d'un voilier. Quelle chance il a. Passionné d'histoire comme de mer, en 2012, lors d'un tour de l'Atlantique à la voile, tu entreprends l'écriture des aventures de Gilles Belmont. Un marin, un mousse devenu capitaine d'une frégate 10 ans après la Révolution de 1789, et Dieu sait si cette date est importante pour le sujet dont on va parler, Trafalgar, tout droit sorti de ton imagination. Mais ces aventures se déroulent dans un cadre historique et naval fouillé, fruit de recherches solides. Tu colles à la vie à terre comme en mer de l'époque, tu décris les manœuvres comme les batailles, telles qu'elles se sont déroulées, ou au moins telles qu'on se les imagine. Tu nous fais rencontrer les grands de l'époque. On va rencontrer ce soir Napoléon, c'est pas tout à fait rien. Tu nous plonges dans cette période terrible pour la marine française, une des plus puissantes quelques décennies encore auparavant. Je vous ai dit qu'on ne parlait pas du musée, mais c'est un des problèmes du musée, c'est de raconter pourquoi la marine, ça a toujours été comme ça. Voilà. Mais ça sera pour une autre, tu vas me réinviter, le mardi de la mer. La première gestation va durer 4 ans, et ça sera
le premier tome de cette série pour les 3 couleurs. C'est moi, évidemment, le premier tome qui m'a lancé dans l'aventure et qui a fait que je suis là ce soir avec Fabien. Puis c'est Les Trésors des Américains, Le Pirate de l'Indien, Capitaine de Bonaparte, et puis enfin Trafalgar la Sanglante, paraissent ensuite à un rythme d'environ 1 tome par an, et tes lecteurs attendent avec impatience les 5 suivants, puisque, comme tu l'as annoncé, cette saga en comportera 10. Tu es lauréat 2016 de l'Académie de Marine, prix Écume de mer 2018, prix Marine nationale Bravo Zulu en 2018. Bravo Zulu en termes marines, ça veut dire félicitations pour ceux qui ne savent pas. Et avec de telles références, nul doute que le sel qui coule dans tes veines et coule également sous ta plume. Voilà une petite présentation. Un petit film maintenant pour imager ce que je viens de dire, et puis ensuite la question. On y va pour le petit film. Merci beaucoup. Fabien, pourquoi cette saga? Cette saga, c'est un vieux rêve de jeunesse, bercé de lectures, d'aventures, de récits maritimes. La volonté de narrer une période empreinte de soubresauts politiques, économiques, sociétaux. Et puis cette marine d'État, qui est au sommet de son art au lendemain de la guerre d'indépendance américaine, et qui va lentement péricliter tout du long de la Révolution. Nous sommes là, Fabien, dans ton bureau. Alors on est ici effectivement à bord de mon bureau itinérant, de mon bureau flottant, qui est aussi ma maison, mon univers, notre univers de vie. Environnement on ne peut plus propice à l'évasion de l'âme et de l'imaginaire. Quelle est la part de romance et de véracité historique? La véracité historique, elle est présente à chaque instant, elle est de tous les chapitres, elle est de tous les instants. En soi, elle est extrêmement riche. Pour autant, la romance vient agrémenter ce récit, ces aventures. On est sur une ligne de crête qui tente à embarquer le néophyte et à contenter ce que moi j'appelle les gardiens du temple, les érudits, les férus d'histoire, les passionnés de marine à voile. Donc c'est un savant mélange entre ces deux formules qui vont évoluer au gré des opus. On va retrouver sur la bataille de Trafalgar précisément peut-être davantage de véracité historique qu'il n'y a de romance. En quoi ce tome 5 est-il historiquement particulier? Ce 5e opus est particulier en ce sens où c'est à la bataille de Trafalgar que vont se jouer les décennies suivantes, voire le siècle et demi suivant. C'est à la bataille de Trafalgar que les Anglais acquièrent la maîtrise des mers et donc du monde. Que dirait le marin d'aujourd'hui au marin d'hier? Je dirais aux marins d'hier, respect. Respect parce que ces gens-là ont combattu, nos aïeuls ont combattu systématiquement en position, en situation d'infériorité, infériorité numérique, infériorité logistique, infériorité organisationnelle, et jamais ils n'ont démérité. Fabien, un tome 5, oui, mais il y a forcément un tome 6 en gestation qui va arriver. Cette saga, je l'ai imaginée dès le début en 10 opus, le 10e se déroulant à la fin de cette épopée impériale, lors des 100 jours. Donc 5 autres opus sont effectivement à venir.
Bon, c'est évidemment tout un programme, j'ai envie de dire Trafalgar, j'espère qu'on aura le temps de parler de la bataille aussi, et pas seulement du roman. Et puis aussi, on voit bien que Fabien, c'est aussi tout un programme. Alors Fabien, au début de l'interview, tu dis que c'est un rêve de jeunesse. Moi, j'aimerais bien en savoir plus, parce que qu'est-ce qui fait que tu te lances dans cette aventure? On dit 2012, c'est le point de départ. Donc je vais te poser plusieurs questions en même temps. Comment devient-on un auteur à succès? Et puis qu'est-ce qui s'est passé en 2012? Quel était le virage? Parce que de 10 ans dans le marketing et ensuite être navigateur et auteur à succès, comment on fait? Qu'est-ce qui a fait que tu en arrives là? Alors, beaucoup d'éléments, beaucoup de facteurs entrent évidemment en ligne de compte. Une maman institutrice n'a pas nui. Et pour le reste, un goût quand même davantage prononcé pour la littérature que pour des matières un petit peu plus scientifiques. La lecture de ces grands auteurs britanniques que sont les Kent, Forster et autres O'Brien, découverts assez tôt, lus et relus, qui m'ont cependant, au fil de l'eau, un petit peu lassé de voir ces merveilleux Anglais nous étriller au gré de tous ces opus. Et lorsque, ma foi, ces grands auteurs anglais nous trouvaient quelques qualités, c'était pour mieux nous couler, nous prendre ou nous brûler au chapitre suivant. Et il m'a semblé, à la lecture de livres d'histoire, que la réalité était peut-être un petit peu différente. Donc il convenait de la rétablir. Et j'évoquais l'histoire, une certaine appétence pour l'histoire aussi. J'aime à penser que pour comprendre notre monde contemporain, connaître l'histoire est un prérequis plutôt intéressant. Et est-ce que tu nous dis que c'est vendu donc cet exemplaire à 70 000 exemplaires, comment tu l'interprètes? Parce que tu dis que tu aimes bien l'histoire, mais les historiens aussi aiment bien l'histoire. Jamais, enfin pour ceux qui l'ont lu, on a eu un récit de la bataille de Trafalgar aussi précise et aussi objective. Tant est possible qu'on soit objectif. Alors, l'histoire. Comment tu interprètes ce succès, en fait? Je pense qu'il y a une appétence vraiment de notre nation et du peuple français pour l'histoire en général et son histoire en particulier. Moi, je suis toujours très agréablement surpris au gré des rencontres dans les librairies, dans les festivals littéraires ou autres, de ce goût des lecteurs et de mes interlocuteurs pour l'histoire de France. Dieu sait si elle est riche. De mon point de vue, le plus formidable roman jamais écrit est celui de l'histoire de France, avec ses moments de gloire, de lumière, et puis ses moments ô combien plus sombres. Donc il y a déjà ce postulat de base d'une matière en soi véritablement passionnante. Tu évoquais tout à l'heure l'imagination que requiert l'écriture de ce type d'ouvrage. Je n'ai qu'à ouvrir un livre d'histoire pour avoir déjà une toile de fond toute donnée et déjà en soi passionnante. Alors tu nous disais, on voyait dans le petit film, on te voit wincher, donc tu vis à bord, on te voit faire ton métier en fait d'écrivain à bord, avec ta famille, tes enfants, avec ta société de voile. Comment tu t'organises? Est-ce que cet environnement-là t'aide à écrire, t'inspire? Parce que moi, je suis voileux et marin de la Marine nationale. Je n'ai pas trouvé une seule erreur dans tous tes tomes. Alors, il y a déjà des erreurs, j'en fais beaucoup dans le premier jet de ces récits. Par chance, je peux m'appuyer, compter sur un petit panel de lecteurs. L'un d'eux est présent parmi nous, Jean-Paul Biot, qui me fait le plaisir de relire ses premiers manuscrits. Je songe à d'autres également, Alain Canac, qui je crois nous écoute depuis chez lui. Tous sont érudits, fins connaisseurs et de l'histoire de France et des particularités de notre marine à voile. Et il ne manque pas de me reprendre de voler quand, ma foi, je pars au lof. D'accord. Et point de vue vie de famille, tu fais comment? Alors, tout le monde t'admire, t'écoute gentiment, ils vont jouer dehors. Non, tu évoquais la vie à bord. C'était le cas jusqu'à il y a 3 mois, puisque nous avons aménagé à terre. Les enfants sont nés à bord du bateau. Moi, ça fait maintenant
25 ans que je vis sur mon voilier. Voilà, mais on était arrivé au bout de cette formule consistant à vivre à bord avec des enfants en bas âge. Le ponton d'un port de plaisance est tout sauf un jardin. Voilà, donc on s'est replié dans les terres. Voilà. Mais le bateau est toujours ancré au port des Minimes et c'est toujours à bord que j'écris. Bon, enfin, le vrai jardin, c'est l'océan quand même. C'est l'océan, ils sont nés là. Voilà, c'est véritablement, enfin, c'est là où en tout cas ils se seront construits sur les premières années de leur vie. Alors, tu dis que tu te fais aider par certains, et donc félicitations, parce que vraiment, il n'y a pas d'erreur. L'âme du marin, c'est comme toi. Je disais tout à l'heure que tu es un coureur au large. 3 solitaires du Figaro, c'est pas neutre. Vu ce qu'on peut vivre, enfin moi j'ai toujours rêvé d'en faire, mais j'ai jamais eu le courage d'aller jusque-là. Qu'est-ce que l'expérience de la course au large, de la voile, qu'est-ce qu'elle t'apporte dans l'écriture? Alors, en termes d'apport, en termes pragmatiques, il y a, notamment pour ce qui touche à la course au large en solitaire, il y a, j'imagine, cette passerelle entre l'obligation pour le solitaire, par nature de décider seul, cette même solitude que va probablement rencontrer le commandement d'un bâtiment, quel qu'il soit, confronté seul à un ensemble de problèmes à résoudre. Donc cette solitude du commandement, cette confrontation quotidienne à toutes les heures du jour et de la nuit. En solitaire, tout peut survenir à tout moment et il faut être en capacité de trouver la bonne réponse, la bonne formule en un temps extrêmement court, quel que soit son état de fatigue. Et ça m'intéressait d'appréhender, en tout cas de reporter à travers ce héros Gilles Belmonte ce que moi j'ai pu vivre dans ces courses en solitaire. Ça m'aide aussi d'un point de vue plus concret dans la gestion de mon sommeil encore aujourd'hui. Puisque j'écris la plupart du temps la nuit, donc naviguer le jour, écrire la nuit et tâcher d'être le meilleur père de famille qui soit dans l'intervalle. Voilà, ça requiert pas mal d'énergie et de ce point de vue, l'expérience accumulée sur les Figaro me permet d'aller nicher ici ou là au gré de la journée quelques siestes courtes mais réparatrices. Oui, parce qu'on ne dort pas beaucoup, dans ton roman Jules Belmonte, il ne dort pas beaucoup, il se repose par séquences, exactement comme un coureur solitaire le fait dans la course au large. Des petites parties de nuit, voilà, mais sinon il est sur le pont, regarder, inspirer, puis prendre des décisions de solitaire, comme tu disais. Il y a un rapport du marin à son sommeil qui est très animal, très instinctif. Du temps où l'être humain vivait dans les grottes, des nuits de 6 à 8 heures étaient proscrites, hein, sinon on se faisait manger par plus gros que soi. Donc ce n'est qu'avec l'accession à une certaine forme de modernité, de confort, que l'on s'est mis à passer nos nuits à dormir. Donc physiologiquement, l'être humain est capable de dormir assez peu, pour peu qu'il dorme bien. Voilà. Le sommeil, ce n'est pas tant le repos du corps et du physique, c'est avant tout le repos du cerveau. Voilà. Donc si on est en capacité, par expérience, par un certain travail sur soi, d'aller entrer rapidement dans ce qu'on appelle des phases de sommeil lent, effectivement, 5 à 7 tranches de 20 minutes de sommeil par 24 heures peuvent suffire. Et c'est une des hantises de Gilles Belmonte que de se retrouver en carence de sommeil et donc en perte de lucidité. Ouais. Parce que la privation de sommeil induit nécessairement une perte de lucidité, laquelle peut conduire évidemment à de mauvaises décisions. Bon, donc je peux dire à ma femme que de se lever à 9h30, c'est trop en fait. Je comprends ça. On peut se coucher à 6h du matin et redormir 20 minutes en matinée, à nouveau dans l'après-midi. Et être fringant le soir. Merci. Alors maintenant, je voulais appréhender un petit peu le personnage, l'écrivain, qui il est, ce qu'il fait, comment il est inspiré, puisqu'on a commencé à parler de Gilles Belmonte, puisqu'on commence à percevoir peut-être un certain parallèle entre Gilles Belmonte et peut-être Fabien, puisqu'on commence à le découvrir, puisque c'est presque l'homme parfait, ce Gilles, ce capitaine. Il est sympa, il est intelligent, il prend des décisions rapidement, il est loyal, c'est un bon capitaine, c'est un excellent marin, il dort pas beaucoup, il est très charmeur. Moi, toute la partie histoire d'amour, j'espère qu'on aura le temps d'en reparler, parce que là aussi, ça m'intéresse. C'est toi.
Gilles Belmonte, c'est un autoportrait? Non, c'est celui que j'aurais aimé être. Un peu brutal, mais... C'est assurément celui que j'aurais aimé être. Voilà, non, c'est une sorte d'idéal. Ceci étant, pour sa pratique du commandement d'une part, son vécu et son cheminement d'autre part, toutes les lectures que j'ai pu entreprendre sur cette période me laissent à penser que des capitaines Belmonte ont existé par dizaines, si ce n'est par centaines, hein, sur cette période post-révolution, de ces jeunes gens sortis du rang, pétris de patriotisme, et pris pour certains de ces idéaux nés de la Révolution, d'une certaine forme d'égalitarisme. La marine royale n'était pas très méritocratique avant la Révolution. Elle va le devenir par nécessité, parce que les officiers, tous de nobles lignées ayant émigré, eh bien, il n'y a plus personne pour assurer le commandement sur les dunettes. Donc Belmonte va incarner cette nouvelle génération d'officiers qui va devoir se confronter, nantis de maigres moyens, à la plus puissante marine qui soit. Et tu commences à parler là de tout le contexte de la Révolution, de toutes ces difficultés à vivre cette période-là, puisque Trafalgar va être le fruit de cette période. Hein. Juste une petite parenthèse, quand j'ai été DIRCOM de la marine il y a quelques années, enfin en 2005, ça commence à dater déjà, 15 jours après être arrivé, on est allé célébrer le 200e anniversaire de la bataille de Trafalgar en Angleterre. Et le chef d'état-major de la marine de l'époque, l'amiral Battet, a dit très bien, les Anglais m'invitent, ils ne vont pas emmener ça au paradis, j'envoie la flotte. Et il a envoyé la flotte et son commandant du Sherpa, donc son DIRCOM. Je peux vous dire que pendant 15 jours, j'ai travaillé comme Julien la nuit pour être sûr de bien comprendre et de bien savoir ce qu'on pouvait dire aux Britanniques. Et ce qu'il aura plu, j'ai passé une semaine à faire des interviews tous les jours sur la bataille de Trafalgar. C'est comme ça d'ailleurs qu'on s'est rencontré avec Fabien. Il y a énormément de choses à dire sur ce contexte-là, et j'espère qu'on va y venir un petit peu, puisque je voudrais qu'on arrive petit à petit à Napoléon, en fait, de la façon dont tu l'écris, mais il faut comprendre le contexte de la bataille, et tu as commencé à en parler avec Belmonte. Ce qui les a plu le plus aux Anglais, c'était de les prendre à leur propre jeu. Et quand on disait, mais enfin, pourquoi la France vient avec le porte-avions, sous-marin, frégate, et on occupait tout le Solent, hein, à nous seuls. Et c'était, mais écoutez, je ne viens pas célébrer Nelson, bien que ça soit, on va en parler après, bien qu'on admire beaucoup Nelson, mais on vient célébrer sa mort. Voilà, alors, ils vous regardent comme ça, les Anglais, puis après, ils apprécient qu'ils les prennent à leur propre jeu. Donc ça, c'était une petite parenthèse pour vous dire que les Anglais, quand on en parle, on voit bien aujourd'hui dans l'actualité. Hein. Donc on n'est pas au bout de nos peines encore avec eux. Mais c'est toujours intéressant de reprendre une partie de l'histoire. Donc, est-ce que tu pourrais parce que tu le décris parfaitement bien dans ce livre, et donc moi, vous savez maintenant que je connais à peu près bien cette période, et tu décris parfaitement le contexte de l'époque, avec ces officiers de marine qui étaient pas très ouverts sur la société, en tout cas à la démocratie et à l'égalité, qui faisaient quand même leur travail le mieux possible avec le souci de l'intérêt général et pour la gloire des armes de la France, comme dit la formule. Parce que je voudrais qu'on arrive petit à petit à expliquer Trafalgar. Et tu as une excellente description de cet environnement au moment de la Révolution. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ? Alors, ce qui m'intéressait à travers cette saga, c'était déjà de dépeindre une évolution sociétale. Peu de nations, à ma connaissance, ont vécu de tels soubresauts en une aussi courte période, en l'occurrence en l'espace d'un quart de siècle. Nous passons d'une monarchie séculaire, puis surgit la Révolution, la Terreur, et enfin le Directoire, le Consulat, qui dans ses premiers temps prend la forme d'un triumvirat à 3 têtes, avec un jeune général, Bonaparte, mais également Sieyès et Ducos. De ce consulat va germer un premier consul, lequel va devenir empereur. Peu de peuples ont dans leur histoire guillotiné leur roi pour se retrouver 13 ans après avec un empereur. Et à l'issue de cette saga impériale, au moment de la Restauration, on se retrouve avec qui, pour présider à la destinée de la France, eh bien, le frère de cet homme guillotiné 20 ans plus tôt. Donc c'est quand même quelque chose d'assez schizophrénique, que peu de nations ont vécu. On s'étonne encore aujourd'hui de ce que la France puisse comme ça
s'émouvoir, manifester, trembler, manifester sa colère. Voilà. C'est quand même relativement dans notre ADN. Et ce qui est intéressant à travers cette période, pour ce qui nous touche plus particulièrement, c'est l'évolution de cette marine d'État, marine royale avant la Révolution, qui est au sommet de son art. On a souvent attribué, à raison, la victoire, en tout cas l'accession à l'indépendance des États-Unis d'Amérique, on l'a souvent attribué à Lafayette et autres Rochambeau. En vérité, sans la marine royale, point d'indépendance américaine, c'est véritablement la marine du roi, la marine de Louis XVI, qui empêche le ravitaillement des loyalistes américains et qui de fait va conduire à la capitulation de ces derniers et donc à l'accession à l'indépendance de ce qui était à l'époque les 13 colonies de la couronne britannique. Donc sans marine française au sommet de son art, il n'y a pas d'indépendance. Voilà. Lafayette a récupéré, si j'ose dire, la quasi-totalité des fruits de la naissance de cette jeune nation que sont les États-Unis d'Amérique. Pour autant, voilà, sans notamment la glorieuse bataille de la Chesapeake menée par le comte de Grasse, voilà, il n'y a pas de victoire. Bon, ça, c'est une grande partie importante dans le... J'ai dit que je ne parlerais pas du musée, donc je vais vous dire quelques mots quand même. Les Français ne connaissent pas leur histoire maritime, donc merci à Fabien de nous la faire partager de cette façon. Un des rôles du futur musée, c'est évidemment qu'en sortant, on soit fier de notre histoire navale. Nous sommes un grand pays maritime, nous avons une grande histoire navale, nous sommes une puissance maritime, et pas seulement en termes de territoire, mais en termes de vocation et d'ambition pour l'avenir. Et la bataille de Chesapeake est inconnue. Et voilà, on va tout faire bien sûr pour la faire reconnaître et faire reconnaître au moins aux Français la grande histoire de la France, et c'est bien ce que tu fais. On peut juste préciser, en évoquant l'histoire avec un grand H, que la Révolution française trouve en partie sa source dans cette guerre d'indépendance, quand bien même celle-ci survient une décennie plus tôt, puisque le soutien français aux insurgés américains a à ce point saigné et vidé les caisses de l'État que 10 années après, quand surviennent les mauvaises récoltes de 1788 et 89, eh bien, l'État est exsangue et donc n'est plus en capacité de nourrir ses populations, et notamment sa population parisienne. Et de là, eh bien, vont découler les soubresauts que l'on connaît. Oui, tu parlais de Lafayette tout à l'heure. Une petite anecdote. Un des bateaux français qui s'appelle Duguay-Trouin, qui avait été capturé juste après Trafalgar, la bataille du Cap Ortegal, je crois que c'est ça, a été emmené par les Britanniques qui l'ont gardé pendant jusqu'à l'après-guerre. Ils s'en sont servis comme ponton, comme école, et ils l'avaient baptisé le Lafayette. Voilà, comme quoi même les Anglais n'en voulaient pas Lafayette. Bon, mais revenons à notre époque de Trafalgar. Tu parlais de Napoléon, tu lui passes rien. Tu ne passes pas ses erreurs, je trouve que tu le fais d'une façon tout à fait élégante, mais on sent en même temps une pointe d'admiration chez toi. Quel est ton sentiment par rapport à Napoléon et la mer? C'est compliqué, Napoléon et la mer. Alors, indépendamment de toute considération partisane politique, difficile de ne pas être admiratif face à un tel parcours. Comment un enfant tout frais et mollu de son île se retrouve dans une sordide école dans la région de Brienne et quelques années plus tard trône sur le toit de l'Europe. Donc le parcours est quand même assez incroyable. Napoléon, Bonaparte, c'est un insulaire. On lui a souvent prêté une méconnaissance de la marine et des enjeux maritimes. Il n'en est rien. Comme tout insulaire, il a une conscience quasi charnelle de l'importance de disposer d'une marine aguerrie. Il a d'ailleurs failli verser dans ce corps. Il est sorti de l'école de Brienne extrêmement bien noté en mathématiques, mais également en artillerie, ce qui le prédestinait à une carrière d'officier dans la marine. C'est sa mère qui va farouchement s'y opposer. Elle n'était pas opposée à ce que son fils poursuive une carrière de militaire et s'expose aux blessures ou à la mort. En revanche, elle avait la mère enceinte horaire. Voilà, donc elle l'a dissuadé
de poursuivre sa carrière dans la marine. On peut imaginer ce qui serait advenu de notre pays et de l'histoire de l'Europe et donc du monde si le jeune Napoléon Bonaparte avait rejoint cette marine à cette période étriquée. Donc Napoléon n'aura de cesse tout du long de son règne et dès qu'il accède à ce rang de premier consul, de réordonner cette marine qui, sur la période post-révolution, s'effondre sur elle-même. On l'évoquait tout à l'heure, la fuite de ses officiers. Nous sommes en guerre à quasiment toutes nos frontières durant les premières et deuxièmes coalitions. Ces guerres vont là aussi saigner les finances du pays. Donc la marine devient le parent sacrifié du budget de l'État. Et puis dans les arsenaux, sur les chantiers navals, la corruption va gangréner et gripper le bon fonctionnement de ces machines autrefois si efficaces du temps de Louis XVI. Donc la conjonction de ces phénomènes eh bien, va tout simplement faire s'affaisser, s'effondrer notre marine sur elle-même. Et en l'espace d'une dizaine d'années, nous allons effectivement remettre les clés des océans aux Anglais pour quasiment le siècle et demi suivant. Alors je confirme tout à fait Napoléon, son goût pour la mer. Je ne sais pas si vous savez, mais il est candidat pour embarquer avec la Pérouse. Et il a été recalé. Il devait rentrer, il faisait des mathématiques, hein, un scientifique, et tu as eu la bonne formule en disant que serait-il arrivé s'il avait embarqué avec la Pérouse. Ben, on n'aurait pas eu notre Napoléon, donc comme quoi l'avenir du monde tient parfois à un fil. Alors, je voudrais te pousser un peu plus loin sur Napoléon quand même, parce que tu fais quand même dire sur la stratégie pour envahir l'Angleterre. Tu ne dis pas franchement que cette stratégie ne te convient pas, mais tu fais dire quand même à tes héros qui s'interrogent. Mais le monde s'interroge sur la stratégie, et comme tout officier de marine, il obéit à ses chefs, donc il fait, mais ça n'empêche pas de s'interroger. C'est une interrogation que tu as personnelle. Je te pousse un peu. Hein, alors oui et non, il y a un ressenti de marin par rapport à peut-être tu peux raconter pour cette ceux qui savent pas la stratégie qu'on va évoquer, qui est déjà en soi assez incroyable. Donc il y a un ressenti de marin et il y a aussi les lectures. J'ai eu la chance d'accéder à un certain nombre de journaux de bord de commandants français de la flotte combinée. C'est assez factuel, hein, assez froid, mais perce ici ou là quelques sentiments, quelques états d'âme. Pour revenir au contexte général, même antérieurement à la paix d'Amiens, mais plus encore lorsque les Anglais font fi de celle-ci et entrent à nouveau en guerre, Napoléon a ce rêve fou, ce projet fou que d'envahir l'Angleterre. Après tout, pour aller signer une paix définitive, autant aller la signer à Westminster. Il va donc rassembler à Boulogne. Alors, on a évoqué l'armée de Boulogne. En vérité, elle s'étend de la Belgique quasiment jusqu'à Brest. C'est une armée constituée d'un petit peu plus de 150 000 hommes, des milliers de chevaux, environ 2000 pièces d'artillerie, et ce qu'on appelait la flottille de Boulogne, donc un conglomérat d'embarcations diverses et variées, rassemblant un petit peu plus de 2200 bateaux. Cette armée de Boulogne, c'est l'armée de la Révolution, c'est l'armée vainqueur des campagnes d'Italie, c'est l'armée en partie, il y aurait aussi beaucoup à dire, mais vainqueur de la campagne d'Égypte. C'est une armée qui, dans son passé récent, n'a connu que des succès. Il est relativement évident que si cette armée de Boulogne pose un pied en Angleterre, c'en est fini de la couronne. Les Anglais sont d'ailleurs effrayés de voir cette concentration de force de l'autre côté de ce qu'ils ont l'outrecuidance d'appeler le British Channel. Donc il commence à naître en Angleterre une véritable peur collective. La problématique, précisément, eh bien, c'est cette Manche qu'il nous faut traverser. La Royal Navy tient les mers en maîtresse absolue, et donc germe dans l'idée de l'empereur cette idée incroyablement folle que d'éparpiller aux quatre vents les escadres de la Navy et de les entraîner outre-Atlantique. Donc il va imaginer ce plan fou d'audace de faire converger à la Martinique ces flottes d'Atlantique et de Méditerranée, constituées par les escadres de Brest, de Rochefort et de Toulon. Donc il va demander à chaque commandant de chacune de ces escadres eh bien, de se regrouper en Martinique, d'entraîner dans leur sillage
maximum de force britannique possible, et les précédents de ressurgir en Manche en supériorité numérique pour permettre le passage de la flottille et donc de l'armée d'invasion. Sur le papier, c'est un plan de grande envergure, tant à l'échelle géographique que militaire. C'est un plan qu'on pourrait qualifier de génial. Eût-il fallu qu'il soit confié à un homme capable de le mener à son terme? Eût-il fallu que les conditions soient réunies? Or, la somme des grains de sable, de sel qui vont venir enrayer ce plan fou est absolument incroyable. C'est l'objet de ce récit, de ce 5e opus, que d'évoquer avant la bataille, bataille sur laquelle il y aurait là aussi beaucoup à dire. Elle a non pas été proche de basculer en notre faveur, mais pas si loin tout de même. Voilà, donc sur cette longue pérennigration de la flotte combinée, rapidement, hein, la flotte de Brest sous commandement de l'amiral Glantom n'est tout simplement jamais partie. Petite parenthèse, Glantom aura l'épitaphe suivante sur sa tombe. Alors, Brest, un petit peu au-delà de Brest, en mer d'Iroise, il y a les atterrages du port de Berthom. Donc un facétieux a écrit comme épitaphe sur sa tombe: Si gît l'amiral Gantom, qui s'en fut de Brest à Berthom, et qui, par un bon vent d'ouest, s'en revint de Berthom à Brest. Voilà. Donc il a été longtemps attendu en Marquenite et en pure perte, hélas. L'escadre de Rochefort, sous commandement de l'amiral Mississier, a, elle, bel et bien appareillé, a essuyé des conditions extrêmement difficiles dans le golfe de Gascogne. Elle s'en est affranchie. Elle a rejoint la Martinique, où, conformément aux ordres de l'empereur, elle a attendu que viennent à elle les escadres de Brest et de Toulon. Celle de Brest, on l'a dit, ne viendra jamais. Quant à celle de Toulon, elle est jusqu'au début de l'année 1805 sous commandement de l'amiral Latouche-Tréville. Alors c'est intéressant parce que Latouche-Tréville, c'est un de nos rares officiers, si ce n'est le seul, qui, dans un passé proche, a défait à 2 reprises Horatio Nelson devant Boulogne. Nelson, alors Latouche-Tréville est en charge de bloquer le port de Boulogne aux menées anglaises. À 2 reprises, Latouche-Tréville va mettre en déroute Nelson devant Boulogne. Il va également le mettre en fuite quelques années plus tard devant Toulon. On peut imaginer que, de ce point de vue, Latouche-Tréville a pris une sorte d'ascendant psychologique sur Nelson. Hélas, Latouche-Tréville décède avant que cette mission, cet ordre de mission ne lui parvienne, et son remplaçant, l'amiral Villeneuve, qui n'a pas démérité, qui a fait montre d'un grand courage le jour de la bataille de Trafalgar, mais lequel ne dispose pas pour autant ni du même charisme ni du même allant que Latouche. Oui, je crois que Napoléon avait dit, évidemment il regrettait le décès de Latouche-Tréville, mais il avait dit, pareil, du Suffren et Latouche-Tréville, dommage qu'ils soient décédés, puisqu'ils je crois qu'ils sont morts la même année, j'en aurais fait mon Nelson. Oui. Hein, c'est ça, oui. Une formule comme ça. Oui. Essayez de la retrouver avant pour être sûr, mais tu confirmes. Oui. On a dans nos rangs compté de prestigieux amiraux. Suffren, tu l'évoquais, que les Anglais affublaient du surnom de l'amiral Satan. Voilà, c'est dire s'il leur a fait du mal dans ses campagnes dans l'océan Indien. Voilà, il y a une autre bataille, la seule bataille navale gagnée du temps de l'Empire d'ailleurs, c'est la bataille du Grand Port à l'île Maurice en 1810 qui était gagnée. Donc voilà, Napoléon à la mer, c'est pas seulement Trafalgar, donc il faut arriver à sortir dans l'histoire de France navale de ce Trafalgar, la seule bataille. Il y a à peu près, j'ai compté, à peu près autant de défaites que de victoires entre les Anglais et les Français. Voilà. Alors les Anglais ils sont spécialistes pour mettre en avant leurs victoires, et nous, on est souvent spécialistes pour mettre en avant nos défaites. Donc c'est une affaire beaucoup de personnalité. Vous êtes d'accord? Je vois qu'on est approuvé. Donc ils savent faire ça. Je pense que Trafalgar, ils en font tellement, puisqu'il y a quand même une place, ils font ça tous les ans à Force-Bière. C'est qu'ils ont tellement eu peur d'être envahis, ce que tu disais tout à l'heure. Oui. Boulogne, c'était pas rien quand même, ce plan-là. Ils ont eu tellement peur que voilà, Trafalgar est devenu quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Si on veut analyser un peu plus Napoléon, parce qu'on dit quand même que c'est quelqu'un qui aimait la mer, qui aimait la marine, tu décris très bien et très fort ses colères contre les amiraux. Qu'est-ce qui lui a manqué? Qu'est-ce qu'il n'a pas compris dans la marine, à ton avis? Alors,
plusieurs choses lui ont manqué. La première, premier grief qu'on peut lui imputer, c'est peut-être cette faculté à vouloir déplacer ses escadres comme on déplacerait un bataillon d'artillerie, voire de cavalerie. À l'échelle océanique, les aléas sont à ce point nombreux que, évidemment, ordonner un plan avec des dates de jonction, puis des dates de retour. On dit souvent, chaque opus se déroule sur environ une année, tout simplement parce que dans le tome 2, on se rend à Philadelphie, dans l'océan Indien, dans le tome 3, c'était déjà à l'époque, pour l'océan Indien, 3 mois aller, 3 mois retour. Donc organiser des plans à telle échelle géographique et temporelle, voilà, c'est balayer un petit peu d'un revers de main tout ce qui peut participer des tempêtes, des naufrages, de l'ennemi, et puis de tout ce qui peut survenir à bord. Je pense au scorbut, par exemple. Voilà, donc tous ces éléments capables, là aussi, d'enrayer une machine. Napoléon n'a de cesse, tout le long de son règne, véritablement de bâtir et d'allouer des moyens conséquents à la construction, ou au gré des défaites, à la reconstruction de notre marine. Il y aura probablement manqué aussi des amiraux qui tiennent le cap. L'amiral Villeneuve qui prend le commandement de l'escadre de Toulon au lendemain de la mort de Latouche-Tréville, hélas, est, de mon point de vue, alors le terme est pardon pour l'anachronisme, mais est selon moi un traumatisé de la bataille d'Aboukir. La bataille d'Aboukir, donc on est là pendant la campagne d'Égypte. Aboukir, ce sont 13 vaisseaux de ligne anglais qui en rencontrent autant de Français. La flotte française demeure au mouillage, n'appareille pas pour aller combattre Nelson au large. Sur nos 13 navires, 11 seront brûlés, coulés ou capturés. Parmi les 2 rescapés se trouve Villeneuve, lequel Villeneuve retrouveront au commandement de l'escadre de Toulon. Donc difficile de confier à un homme qui a déjà été battu et comment par Nelson. Donc difficile de lui demander d'aller se confronter de nouveau à celui qui fut quelques années plus tôt son bourreau. Et puis un Napoléon probablement aussi, je dirais pas désinformé, mais tout du moins mal informé par son ministre de la Marine. Et c'est de mon point de vue le grand oublié de l'histoire, en tout cas de cette période de notre histoire en termes de responsabilité. Alors pour faire simple, il y a les tenants du Villeneuve archi-coupables, ceux qui n'hésitent pas à accuser l'empereur de tous les maux dans sa façon de conduire sa flotte. L'amiral Decrès, devenu ministre de la Marine, est un des 2 autres miraculés d'Aboukir. Decrès est un tel courtisan que, quand bien même les plans de l'empereur lui paraissent saugrenus, pour ne pas dire irréalisables, c'est un tel parvenu, et bien que jamais, au grand jamais, il n'osera s'insurger véritablement contre les choix de l'empereur. Il y a notamment cette séquence, moi, qui m'a troublé, qui m'a ému. La flotte de Toulon va appareiller le 18 janvier 1805 avec donc pour mission de rejoindre la Martinique, et elle va rencontrer sur les tout premiers jours de sa croisière des conditions pénibles. C'est pas dantesque selon les journaux de bord de l'époque. Voilà, il souffle bon vent, la mer est dure, mais c'est pas non plus une tempête cataclysmique. Il n'empêche, des vergues cassent, des voiles se déchirent, et Villeneuve en tire la conclusion que son escadre n'est pas prête à affronter la mer, pas plus qu'elle n'est prête à affronter Nelson, et il ordonne donc le retour au port de Toulon. Et il fait ce constat terrible d'une escadre qui se trouve être peut-être plus belle qu'il ne l'avait vue en rade. Et il va écrire au ministre Decrès et le demander, quelque part l'implorer, le supplier de le démettre de son commandement. Voilà. Je ne voudrais pas, par quelques nouvelles déconvenues, écrit-il, devenir la fable de l'Europe. Decrès ne va pas tenir compte de cette supplique et va maintenir Villeneuve à son poste. On peut imaginer que ce courrier, cette lettre, n'est jamais parvenue à l'empereur. Alors, il ne s'agit pas avec des scies de refaire l'histoire, mais j'imagine mal une personnalité comme celle de Napoléon Bonaparte, si épris de méritocratie, qui a élevé quasiment des soldats au rang de maréchaux. Je l'imagine mal laisser aux responsabilités un commandant en chef demandant à être démis de ses fonctions. Villeneuve va réappareiller quelques semaines plus tard, le 30 mars,
Lorsqu'il arrivera à la Martinique, l'escadre de Rochefort en sera repartie. Celle de Brest n'a toujours pas quitté la rade. Et donc l'amiral Villeneuve se retrouve un petit peu malgré lui à devenir le commandant en chef de cette flotte combinée franco-espagnole. Oui, puis tu peux rajouter qu'en fait, il a été démis de ses fonctions juste avant la bataille, mais que l'ordre n'est jamais arrivé. Son successeur n'est jamais arrivé à temps. C'est une histoire vraie, ça. Alors c'est une histoire vraie, oui, il est informé de... Alors, il se passe tellement de choses aussi sur ce retour, on peut venir là aussi un petit peu plus dans le détail, mais les Anglais ont pris conscience un petit peu avant nous des ravages infligés par le scorbut et surtout ont mis en lumière les moyens de combattre cette terrible maladie qui décimait les équipages. On a été un petit peu en retard sur cette séquence-ci, comme nous l'avons été en termes de puissance d'artillerie. On a d'une certaine façon un petit peu eu une guerre de retard, comme c'était là survenu par la suite. Donc sur cette traversée retour, nos équipages sont décimés par le scorbut, les Anglais dans une moindre mesure, parce qu'ils ont déjà noté, observé que, ma foi, avec du jus de citron, on arrivait à s'en sortir un petit peu mieux. Donc cette flotte combinée, lorsqu'elle ressurgit en Europe, avec dans son sillage Nelson, donc jusqu'à l'arrivée sur les côtes européennes de la flotte de l'amiral Villeneuve, le plan de l'empereur tient la route. Il va se confronter à l'amiral Calder au large du Cap Finistère, ce qu'on appelle la bataille des 15-20. Elle a lieu le 22 juillet 1805. 15-20 tout simplement parce que la flotte combinée est composée de 20 vaisseaux de ligne, les Anglais en comptent 15. Le brouillard se déroule, la journée se déroule dans un brouillard terrible. Certains navires espagnols en viennent à se canonner eux-mêmes, tellement on y voit goutte. À l'issue de cette journée, Villeneuve va s'autoproclamer le vaincu de la bataille. La raison en est simple, il a perdu 2 navires espagnols. Et il considère, sachant que cette flotte de l'amiral Calder ne compte que 15 vaisseaux, lui en ayant 20, il considère donc avoir été mis en déroute par Calder. Factuellement, il n'en est rien, parce que l'amiral Calder a engagé la quasi-totalité de ses moyens. Or, la flotte combinée, la flotte franco-espagnole, est tellement étirée d'ouest en est que seulement 9 à 11 vaisseaux, et essentiellement des Français, et ces 2 Espagnols capturés vont véritablement participer à cette bataille. Ce qu'ignore Villeneuve, c'est que les navires, les bâtiments anglais vont ressortir terriblement endommagés. Ils ont été très malmenés pendant cette bataille. Et donc Villeneuve va ordonner le repli sur Cadix, mettant ainsi l'empereur dans une rage noire. Et ce séjour à Cadix va durer plusieurs semaines. On est là de la mi-août jusqu'à tout début octobre. Et enfin, l'empereur se décide à révoquer Villeneuve et envoie donc pour le remplacer l'amiral de Rosilly. Lorsque celui-ci arrive à Madrid, eh bien Villeneuve à Cadix, avant de l'arrivée de son successeur à Madrid. Et pour l'honneur, motivé aussi, il faut bien le dire, par les écrits très personnels, presque intimistes, que lui adresse son vieil ami, le ministre Descresse, eh bien, il fait appareiller sa flotte. On pourrait dire un petit peu en dépit du bon sens. Il pourrait faire fi de ses responsabilités et attendre tranquillement son successeur. C'est une affaire de jour. Hein. Voilà. Mais pour l'honneur, il rassemble les officiers français et espagnols et ensemble, ils décident d'appareiller et d'aller au-devant de la flotte de Nelson. Bon, merci de réhabiliter l'amiral Villeneuve, parce qu'on a vite fait de dire quand même peut-être la défaite de Trafalgar, c'est l'amiral. Et en fait, tu décris très bien, on le voit très bien, on a envie d'ailleurs de suivre dans sa description, et tu le fais encore mieux à l'oral, je trouve, de défendre son honneur. Je trouve merci. Merci pour les amiraux déjà, parce que évidemment, quand on commande à la mer, c'est évidemment avec toute sa fougue, sa passion, son expérience, l'intérêt général, et encore une fois pour la gloire et le succès des armes de la France. Et donc voilà, ça a été un peu vite. Alors on va pas prolonger sur la mort de Villeneuve, suicide ou pas suicide, que chacun se fera son idée à la lecture de ton livre. Il nous reste pas tant que ça de temps. Je voudrais qu'on parle d'un autre grand acteur qui est Nelson. Hein, oui, 5 minutes, c'est pas beaucoup parce que j'ai encore plein de choses à raconter, moi. Nelson. Alors moi, quand on m'interroge sur Nelson, j'avais inventé ça en 2005, je dis c'est un génie. D'abord, ça permet d'avoir la paix.
Après, est-ce que c'est pas seulement une histoire de chance? Napoléon avait l'habitude de dire qu'un bon général, c'est un général qui a de la chance. Comment tu vois? Parce que sa tactique, on l'était connue, elle avait déjà été combattue, on l'a déjà battue. Voilà, en mer, tous les marins qui nous écoutent savent qu'en mer, tu l'as très bien dit tout à l'heure d'ailleurs, les choses se passent souvent, c'est pile ou face à un moment, c'est une histoire de vent, c'est une histoire d'amure, c'est une histoire de forme, c'est une histoire de voile, de décision aussi. Voilà, Nelson, est-ce que c'est un génie pour toi? Pas nécessairement. Pas nécessairement. Du point de vue anglais, je conçois qu'il puisse être considéré comme tel. Pour les jeunes gens qui nous écoutent, pour revenir prendre un petit peu de hauteur sur cette bataille de Trafalgar, une grande bataille terrestre à l'époque, je pense à un Austerlitz, un Iéna, engage de l'ordre de 400 canons, environ 400 pièces d'artillerie. La bataille de Trafalgar, ce sont, pour les seuls vaisseaux de haut bord, les navires à 2 et 3 ponts, ce sont 60 navires de ligne, 33 du côté franco-espagnol, 27 du côté britannique, lesquels mettent en présence un petit peu plus de 4500 canons. D'une certaine façon, on peut, de mon point de vue, évoquer du Verdun avant l'heure, en termes de puissance de feu, en termes de boucherie, de combat au corps à corps. Trafalgar, c'est véritablement du Verdun avant l'heure. Alors les Anglais se glorifient effectivement de ce génial Nelson qui aurait imaginé couper la fameuse ligne de bataille. Alors de quoi s'agit-il? Dans les décennies précédentes, lorsque deux flottes se rencontraient, ma foi, on se mettait travers au vent, et puis les deux lignes se croisaient. On se canonnait, non sans une certaine élégance, on manquait jamais de baisser bas son bicorne ou son tricorne, selon le camp. Et puis on virait de bord, et on revenait, on se croisait de nouveau. Ma foi, s'il y avait une hostilité très prononcée, on pouvait en venir au combat, à l'abordage, au bord à bord, mais ce n'était pas la règle. Les Français aimaient ce qu'on appelle le tir à démater, donc l'idée de cette prise, de capturer le vaisseau ennemi, ma foi, aider à la gloire du pavillon. Trafalgar, on entre dans un autre registre, d'une part, par la puissance de feu engagée. Les Anglais ont, j'évoquais tout à l'heure cette notion d'une guerre de retard, mais les Anglais arrivent sur le théâtre d'opération de Trafalgar avec ce qu'on appelle des caronades. Donc il s'agit non plus seulement d'envoyer des projectiles d'une dizaine de kilogrammes, mais de cracher des milliers de billes de métal. Donc les Anglais sont passés du combat naval à une guerre, à un affrontement d'extermination. On l'évoquait en préparant cet entretien, ça me fait songer un petit peu au début de la guerre 14-18, quand on envoyait nos braves fantassins monter à l'assaut des tranchées ennemies avec des pantalons tout rayés de rouge. Voilà. Donc il y avait cette notion quand même un petit peu naïve du combat. On la retrouvera hélas au début de la Seconde Guerre mondiale. Donc on a déjà ce gros déficit en termes d'artillerie, et en termes stratégiques, donc Nelson imagine non plus ces deux lignes qui vont se croiser, mais de concentrer ses propres forces au vent de la ligne ennemie, donc d'être maître de ses manœuvres, de scinder ses forces en 2-3 colonnes, selon l'opportunité du moment, et de venir couper la ligne adverse en 1 ou 2 points, si possible, sur l'arrière-garde, de sorte à submerger ces deux morceaux de ligne ennemie, de venir les tronçonner en 2-3 endroits et de sorte à les submerger, à les anéantir par le nombre pour mieux se retourner après, là aussi, en supériorité numérique sur l'avant-garde. Non seulement c'est pas nouveau, parce que cette technique a déjà été employée par, en l'occurrence, un Anglais à la bataille de Saintes, mais en plus, l'amiral Villeneuve n'a pas du tout été surpris par cette stratégie de Nelson, à tel point d'ailleurs qu'il avait imaginé les moyens de contrecarrer ce plan en tenant en réserve de sa ligne ce qu'il appelait une division de soutien, voilà, commandée par l'amiral Magon. Voilà, donc il avait imaginé les conditions de pallier à cette attaque anglaise qui n'avait rien de nouvelle. Là où Nelson est admirable, c'est dans son rapport au commandement et dans cette façon, on peut dire, de traiter, c'est ce qui ressort de tous les écrits d'époque, de traiter ses subordonnés avec beaucoup d'humanité, ce qui était assez nouveau quand même dans cette marine anglaise, assez éprise de châtiments corporels.
extrêmement bien hiérarchisée, et même si dans laquelle la méritocratie existait, il était possible dans la Royal Navy de passer de l'entrepont à la dunette, de passer d'un statut de 3 fois rien à celui d'officier, moyennant quelques actes de bravoure. Voilà. Nelson a quand même ce rapport à ses officiers et aux hommes du rang, aux matelots de rang, nourrissait quand même une grande proximité avec ces hommes. L'admiration, pour pas dire la dévotion que portent les officiers, ces officiers à Nelson, est aussi, d'un certain point de vue, une des raisons du succès anglais à la bataille de Trafalgar. Ceux-ci se seraient jetés dans les flammes de l'enfer pour leur amiral. Oui, on parlait de la Band of Brothers, la Band of Brothers de Nelson. Et puis autre chose peut-être qu'on va mentionner, c'est l'entraînement des Anglais. En fait, les Britanniques étaient beaucoup plus en mer que nous, et ils n'avaient pas eu la révolution comme nous, où ils avaient quand même toute l'organisation de la marine, tous les officiers étaient décimés, donc on ne s'entraînait plus. C'était Valmy, tout le monde peut être marin. Ben non, tout le monde ne peut pas être marin, la marine ça s'apprend. On n'a pas le temps d'ouvrir ça, mais la marine n'avait pas d'entraînement, parce que c'était beaucoup moins la mer, alors que les Anglais, à force de faire le blocus de la France, passaient leur temps à la mer, et puis avec des officiers avec un leadership très important, mais on le sait bien dans la marine qu'il faut du leadership aussi. Et il en va de même pour la course au large, sans Et entraînement. on revient à ta vie. Alors peut-être pour terminer, tu nous fais faire en fait un grand tour d'horizon, ce que j'aime beaucoup j'ai une dernière question après. Ce que j'aime beaucoup dans tous tes ouvrages d'ailleurs, c'est qu'on est un peu rassuré sur la marine, sur l'histoire de la marine française. Ce que je vous ai un peu dit déjà à plusieurs reprises. Marine, on est là, Trafalgar, c'est pas bon, les politiques n'ont jamais compris la mer, bref, on est quand même un grand pays maritime, et on voit bien que toutes ces victoires ou ces défaites se jouent à pas grand-chose. Là, si on voulait continuer sur Trafalgar, comme tu l'as dit, Villeneuve avait anticipé cette stratégie de Nelson, que tout était calculé pour que les bateaux ne prennent pas de distance entre eux pour ne pas laisser passer les Anglais. Voilà, ils ont été sous le vent, alors peut-être qu'on aurait dû être au vent, voilà. Et puis le vent tourne le matin de la bataille. Tu as raison. Donc, petit grain de sel supplémentaire. Ouais, et puis le manque d'entraînement sur les pavillons, sur les ordres. Oui, on peut souligner que, alors j'évoquais 33 vaisseaux de ligne franco-espagnols, 15 sont espagnols, 18 sont français. Aucun navire français ne sera pris par les Anglais. C'est-à-dire que nos bâtiments seront dans de tels états, seront à tel point défoncés de partout, démontés, dématés, à 2 doigts de couler, que les Anglais ne pourront en incorporer, et Dieu sait s'ils aimaient à le faire et s'ils appréciaient nos architectes, les Anglais ne pourront incorporer aucun de ces bâtiments, à l'exception, hélas, tu l'évoquais tout à l'heure, notamment du Duguay 3, qui appartenait à la division de l'amiral du Manoir, lequel... on peut le dire, n'a pas brillé par son courage ce jour-là, puisqu'il s'est tenu avec l'avant-garde relativement éloigné de la zone de feu. Bon, on va bientôt se livrer à vos questions. Une dernière question, voilà, tu nous mets le à la bouche là, avec 5 tomes, il en reste 5. Moi, je suis un grand affectif, donc est-ce que l'histoire d'amour se termine bien? Moi, c'est ça qui m'intéresse au fond, parce que tout ça, c'est bien joli, l'histoire, tout ça, mais l'amour... Alors, avec les éditions Paulsen, on se surprend à découvrir en quelque sorte que le lectorat féminin compte pour beaucoup dans la saga. Il y a au gré de ces opus 2 héroïnes qui ne sont pas les seuls faire-valoir de ces messieurs, les guerriers héros. Elles ne manquent pas de tempérament. On a tous dans notre inconscient populaire cette notion de révolution française. Qui fait la révolution française? Ce sont les Françaises. Ce sont les femmes françaises qui font la révolution. Pour refaire un bond dans notre monde contemporain, je tiens cette indiscrétion d'un officier qui, à l'époque, officier à Matignon. Au tout début de la crise des Gilets jaunes, le pouvoir a tremblé.
Non pas quand tout est parti un petit peu de briques et de broc et que la violence a germé ici ou là et qu'on s'est tous sérieusement interrogés sur la finalité du mouvement, mais précisément sur les 1, 2, 3 premiers week-ends lorsque les femmes étaient sur les ronds-points. Et dès lors que dans notre pays, des femmes s'imprègnent et s'investissent dans un mouvement social, là, pour le pouvoir en place, quel qu'il soit et à toutes les époques, il y a matière à considérer le mouvement en question. Donc ces héroïnes-ci, Camille et Manon Desmarais, épouses au début de la saga et filles du gouverneur de la Martinique, voilà. On les retrouve jusqu'au tome 6, j'ai envie de te dire au moins, parce que pas sûr. Bien, merci beaucoup de cette superbe présentation. Je repasse la parole, Régis. Oui, alors nous allons passer aux questions. Je voudrais que 2 étudiants viennent prendre les micros pour les passer, s'il vous plaît. Merci. Ça sera plus facile parce qu'il faut absolument parler dans le micro pour que ceux qui nous suivent sur Internet puissent comprendre ce qui est dit. Allez-y, prenez-en un. Vous l'ouvrez avec le petit truc qui est derrière. Comment ? Non, je ne crois pas, mais on va l'allumer. Voilà, là il est allumé. Donc, les questions. Qui veut ? Première question, deuxième question. Monsieur là-haut. Alors, des questions courtes et vous vous présentez, s'il vous plaît. On ne refait pas la conférence. Merci. Bonjour. Bernard, retraité et voileux. J'ai lu les 3 sagas là, que vous avez mentionnées, O'Brien, Kent et Forrester. Une question. Une des horreurs de la marine anglaise, c'est la presse, le recrutement. Est-ce qu'il y avait l'équivalent en France ? Alors, il n'y a pas eu l'équivalent en termes d'efficacité. La presse a existé. On a, que ce soit du temps de la Royale ou de la marine républicaine et par la suite impériale, on a cherché à enrôler tout ce qui pouvait l'être. Ça a existé dans une bien moindre mesure. Chez les Anglais, ça a vraiment été érigé en véritable système de recrutement, où des détachements allaient rafler des paysans jusqu'à 10, 15, 20 lieues à l'intérieur des terres. Il est intéressant de souligner que cette pénurie de marins dans nos marines respectives, républicaines puis impériales, a pour raison essentielle la perfidie anglaise, puisque comme ils l'avaient fait à l'aube de la guerre de 7 ans, comme ils vont le refaire au lendemain de la paix d'Amiens, les Anglais, avant toute déclaration de guerre, vont s'empresser de capturer tout ce qui navigue sous pavillon français, mais également tous les marins français naviguant sur tous les pavillons possibles et imaginables. Tant et si bien qu'on estime en 1803, au moment où la paix d'Amiens prend fin, que vont nous manquer environ 10 000 marins français. Donc les Anglais prennent grand soin de saigner la marine de sa force vive avant de réentrer en guerre. Et Napoléon n'a de cesse de vouloir effectivement réétoffer ses rangs, mais ça va être extrêmement compliqué. Les guerres continentales vont accaparer quand même l'essentiel de notre jeunesse. Et puis il y a la guerre de course aussi, qui est autrement plus appétissante pour qui aime l'aventure et le frisson. Non pas plus glorieuse, mais assurément plus rémunératrice. Autre question ? Bonsoir. Sur votre gauche. Oui. Bonsoir, je m'appelle Marine, je suis en 3e année d'histoire-géographie et j'avais une question. Aujourd'hui, on possède le second espace maritime au niveau mondial avec notre ZEE, mais son passé reste assez flou pour la plupart des Français. Et donc ma question, c'est comment remédier à ce manque de connaissances et de savoir de la part des Français, alors que la dimension maritime de la France reste aujourd'hui une chose assez importante. Alors je vous répondrai spontanément en venant au mardi de la mer, par exemple. Alors on a,
vous évoquiez effectivement notre rang, notre statut de deuxième puissance maritime mondiale, eu égard à nos possessions océaniques. La France est le seul pays au monde sur lequel, j'aime assez cette image, le soleil ne se couche jamais. C'est à nos marins, c'est à nos aïeuls et c'est notre marine nationale que l'on doit ceci. Pour autant, la France a cette capacité à se tourner vers son passé maritime et ses marins actuels de façon très, très ponctuelle. Je pense notamment à des événements type Vendée Globe, Route du Rhum, etc. Peu de pays sont capables, peut-être les Néo-Zélandais avec la Coupe de l'América, quand ils l'ont, mais peu de pays sont capables de voir défiler sur des pontons, dans les 8 jours précédant un départ de Rome ou de Vendée Globe, 2, 3, 4 millions d'individus. Donc on a quand même cette culture assez ancrée en nous. Puis en évoquant rapidement, c'est ce qui, moi, je trouve, fait le charme de la voile, en tout cas de cette discipline sportive qu'est la voile, c'est qu'à ma connaissance, d'autres probablement existent aussi, mais je les ignore, c'est le seul sport où hommes et femmes s'affrontent à armes égales, de la même façon que jeunes et vieux. Voilà. Et même en voile, à l'aube de ses 40 ans, voire 50 ans, et peut-être même un petit peu plus pour certains, je pense notamment au roi Jean, à Jean Le Cam, décoré hier de la Légion d'honneur par le président de la République en personne. Voilà. On se bonifie avec le temps, donc peu de disciplines sportives permettent comme ça à la fois cette dualité homme-femme, voilà, sans que l'âge n'entre en ligne de compte. Autre question ? Oui, bonsoir, je m'appelle Grégoire, je suis en première année de licence Histoire Géo et je suis un voileux passionné. Je me permets de vous demander si la course au large vous a apporté une certaine persévérance qui vous a permis d'aller chercher toutes les informations nécessaires pour écrire vos livres, sachant également que le milieu maritime peut être un milieu rude. Oui, bien sûr. La course au large, mais la navigation en général, c'est l'école de la vie. Moi, ce que j'ai aimé dans la course au large, particulièrement en solitaire, c'est qu'on va vivre en des instants très courts tous les sentiments humains possibles. C'est-à-dire qu'on va passer de l'abattement le plus absolu à l'euphorie la plus extatique. Mais ce, en une période véritablement très courte. Pour prendre un exemple précis, fin de nuit, fatigué, troisième nuit de course en mer. La particularité du Figaro, c'est qu'en étant monotypie, tous les concurrents disposent du même bateau, donc ce sont des navigations au contact, quasiment à vue. On est souvent au milieu d'un paquet de bateaux. Lâcher la barre, confier le bateau à son pilote. Alors aujourd'hui, les choses ont un petit peu évolué. Les pilotes automatiques barrent mieux que les skippers, donc ils n'hésitent pas à leur confier leur monture de montant. Voilà. Confier son bateau à son pilote, c'était assurément perdre quelques longueurs et potentiellement quelques places. Donc cette fin de nuit, on a déjà beaucoup donné, on est un petit peu au bord de la zone rouge en termes de fatigue, de lucidité, et puis survient par l'est les premières lueurs, le vent mollit un petit peu, la mer s'apaise, et on peut passer de l'abattement à l'euphorie en l'espace véritablement de quelques minutes. Et ça, c'est des notions qui sont ancrées en moi. Vincent évoquait tout à l'heure avec grandiloquence, et je l'en remercie, la notion d'auteur à succès. Auteur, ma foi, bien volontiers, à succès, j'espère un jour. J'ai toujours en tête cette toute première dédicace. Le tome 1 existait dans sa première monture. C'était dans un supermarché de la région de Poitiers, un samedi du mois de mai, je me souviens. Donc j'avais consenti à ne pas pratiquer mon métier, à ne pas les naviguer pour aller signer mes premiers romans. Je me suis retrouvé en tête de gondole au bout d'un rayon entre la boucherie et les fruits et légumes. Et au bout de cette journée, j'avais vendu 2 exemplaires parce que mes 2 cousins de Poitiers étaient gentiment venus me voir. Voilà. Et quand je suis remonté dans ma voiture avec mes cartons pleins dans le coffre, voilà, j'ai repensé à mes années Figaro en me disant bon, voilà, là c'est dur, mais un jour, voilà, la lumière, la lumière viendra. Voilà. Donc oui, effectivement, tout ce qui touche un petit peu à la combativité, à aller un petit peu, non pas au bout de ses limites, mais à aller investiguer, voilà, le plus loin possible, ça ne peut qu'aider.
Bonjour. Voilà. Oui. Bonjour, je suis Marie-Astrid, je suis en L1 Histoire Sciences Politiques. Et tout d'abord, je vous remercie pour votre intervention. Et je voulais savoir, précédemment, vous aviez évoqué le fait que vous étiez inspiré de journaux de bord, mais est-ce qu'il y a des auteurs particulièrement qui vous ont inspiré pour l'écriture de votre saga, j'ose dire? Alors des auteurs, oui, je vais vous les donner si ça vous intéresse. Je pense notamment à Louis Garneret. Louis Garneret, c'était un compagnon de route de Robert Surcouf, le roi des corsaires, notamment corsaire de la République. En récit plus contemporain, j'aime beaucoup le voyage de Damien. C'est un voyage initiatique entrepris par, ils étaient 3 au départ, 2 tout du long de leur périple, à la fin des années 60, entrepris sur un voilier en bois de 10 mètres qu'ils ont construit de leurs mains. Ils étaient d'ailleurs à Grenoble, à l'école des enfants de troupe, où était également mon père d'ailleurs, à cette même période. Voilà, 2 livres absolument magnifiques, très différents, mais qui ont été pour moi une véritable source d'inspiration. Et après, ça va toucher davantage aux univers cinématographiques. En vérité, quand j'écris ni plus ni moins que le film que j'aimerais voir au cinéma. Donc je me mets dans mon fauteuil de cinéma et puis je déroule les scènes, les personnages que moi j'aimerais voir au Cinoche. Et de ce point de vue, évidemment que des Star Wars, des Indiana Jones, mais aussi des Grandes Vadrouilles, des Folies des Grandeurs, voilà, toute cette filmographie-là, j'aime assez, par exemple dans la Folie des Grandeurs, ces rebondissements permanents qui prêtent au rire en l'occurrence, mais voilà, j'aime assez être surpris. Et puis je peux aussi m'immerger dans de la musique, sur des scènes de bataille. Je peux aller sur Internet rechercher par exemple des petits films de canonnade. On évoquait le 21 octobre 1805 et la façon dont les Anglais le célèbrent, c'est le Trafalgar Day. Donc chaque année, chaque 21 octobre, le HMS Victory, navire amiral de Nelson, tire une pleine bordée de canons. On peut retrouver sur YouTube, pour ne pas le citer, la bande-son de... Donc avant d'entamer une scène de combat naval, je vais me réécouter plusieurs fois, m'imprégner un petit peu du bruit et de la fureur. Ennio Morricone aussi, j'aime beaucoup tout ce qui est western spaghetti, voilà. Et puis ça va bien avec les grands espaces maritimes, voilà. Donc des influences assez diverses et variées, mais je vous recommande chaudement Le Voyage de Damien de Gérard Janichon, ainsi que Louis Garneret, entre autres. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, Jérôme Gerbet, des Amis du Musée de la Marine. Je vous ai écouté avec beaucoup d'intérêt évoquer la passion des Anglais pour mettre en avant leur victoire. Est-ce qu'il serait possible pour nous, Français, un jour, et peut-être ça s'adresse aussi bien à vous qu'au directeur du Musée de la Marine, de créer un film, de développer un film, de participer à un film, comme celui qu'ont fait les Anglais, qui est un très grand succès, Master and Commander. Là, on est capable de porter l'image de la mer, de porter l'image de la puissance maritime et porter l'image du succès. Oui, tout à fait. Alors c'est un des plus beaux compliments que je puisse recevoir quand un lecteur, alors en librairie, en festival, vient me dire « ça ferait un super film ». Voilà. Donc effectivement, alors ce ne pourrait être qu'un film à très gros budget. Voilà. Est-ce qu'en France, peu de réalisateurs, peu de sociétés de production sont capables de cela? Ceci dit, je crois savoir que les éditions Paulsen ont pris lien avec une de ces maisons. Après, ça peut prendre du temps, comme ne jamais arriver, mais voilà, ça germe tout doucement. Mais oui, ça serait chouette. Ouais. Autre question? Oui, bonjour. Je suis au milieu. Oui, d'accord. Je m'appelle Ulysse, je suis en première année Histoire Sciences Po. Et en fait, vous faisiez référence tout à l'heure à la Royale dans la guerre d'indépendance américaine. Et je voulais savoir si vous pouviez nous dire comment la Royale avait fait pour se réorganiser après la guerre de 7 ans, pour être aussi opérationnelle une décennie à peine après la guerre de 7 ans, pour aider les colonies américaines. Alors on est déjà sur une volonté politique,
mais il en va ainsi dans l'histoire de toute nation. Donc une véritable volonté de Louis XVI de rebâtir très rapidement sa marine. Qui dit volonté dit crédit, et ma foi, dès lors qu'on dispose d'une ère de la guerre, que l'on a les compétences architecturales, qu'il reste quand même un lot de marins expérimentés et conséquents. Et après, on est sur... alors on pourrait parler d'une forme, non pas d'industrialisation, mais les Français sont les premiers au monde à conceptualiser, à mettre en pratique la notion de construction de série. Donc nous allons être les premiers à non plus fabriquer ici ou là des bâtiments de guerre, mais d'une part à les construire en série, donc par fournée, si j'ose m'exprimer ainsi, de 3, 4, 5, 6 navires, mais également à standardiser leurs équipements. Servis en cela par des architectes prodigieux, je pense notamment à l'ingénieur Sanet, qui accouchera des plans du fameux 74, qui tient son nom du nombre de pièces d'artillerie embarquées. Cette notion et de production de série, ça va tout simplement diminuer les coûts. Et puis cette notion de standardisation va permettre à une escadre de naviguer en autonomie relative, dans ce sens où les pièces sont interchangeables, et puis surtout dans la façon dont les équipages vont pouvoir se rendre rapidement opérationnels. On passe d'un navire à l'autre sans être, ma foi, désorienté, parce que telle ou telle manœuvre, telle ou telle fonctionnalité de telle ou telle pièce d'artillerie s'en trouve changée. Donc on va véritablement gagner en efficacité. Donc un budget en hausse considérable, standardisation des équipements et production de série suffisent en l'espace d'une dizaine d'années. On peut évoquer l'Hermione, qui, hélas pour elle, est en bassin de Radou à Bayonne. L'Hermione, je crois qu'il a fallu aux bâtisseurs, enfin aux reconstructeurs de l'Hermione, quelque chose comme une quinzaine d'années, ou peut-être même plus, je crois, pour la bâtir. À l'époque, on en sortait 4 en 6 mois. On dirait la main d'œuvre était moins chère. C'est sûr. Je rajoute juste un truc sur un élément sur ce sujet. Tu disais tout à l'heure que les Anglais étaient très friands de nos bateaux. Pour les couler, c'est sûr, mais aussi pour leur architecture. Et c'est pour ça qu'ils nous prenaient autant de bateaux dans les batailles, pour les copier. Voilà. Et donc nos ingénieurs, et ils seront célébrés au Musée de la Marine, quand il ouvrira ses portes en 2023, va célébrer la construction française. On est toujours d'ailleurs parmi les meilleurs constructeurs du monde. Mais à l'époque, voilà, les Anglais n'étaient pas supérieurs en tout. Nous avions les meilleurs ingénieurs et nous faisions les meilleurs bateaux. Après, ils pouvaient avoir un peu d'avance, je pense, pour doubler les coques en cuivre. Je crois qu'ils l'ont fait un peu avant nous. Oui. Mais l'architecture, qui permettait aux bateaux d'aller plus vite, mais l'architecture, surtout de nos bateaux de série, et puis c'était une notion nouvelle, on avait une vraie supériorité. Voilà. Et on est toujours, de toute façon, un grand pays constructeur, comme on le voit sur les... Je ne parle pas des sous-marins australiens, mais on le voit sur nos succès à l'export. Alors, tu évoquais Nelson, on parlait effectivement de cette logistique opérationnelle. Nelson aimait à dire que la meilleure marine du monde était celle constituée de marins anglais servant à bord de bâtiments français. Alors, autre question, il nous reste à peu près 10 minutes. Je suis désolé pour l'ensemble des spectateurs par mail qui ne peuvent pas poser de questions parce que le chat ne fonctionne pas. Je suis désolé, ils doivent être frustrés, je le suis autant qu'eux, nous le sommes autant qu'eux, tous ici. Donc, nouvelle question, s'il vous plaît. Autre question. Oui, bonsoir. Pardon. Bonsoir. Je suis étudiant à Sciences Po et à la Sorbonne et je voulais vous remercier de rendre l'histoire si vivante et incroyablement cinématographique. Et justement, je voulais vous demander quel genre de sources historiques, quel genre de livres d'histoire vous lisiez pour préparer votre travail, notamment du point de vue de la description des batailles navales, parce que vous êtes certes skipper, mais j'imagine que ça n'a pas forcément grand-chose à voir avec ce qu'était la navigation et surtout les batailles à l'époque avec autant de bateaux. Donc comment vous faites pour retranscrire les choses de manière si vivante à partir des sources ? Alors on est, pour ceux qui pratiquent la voile et la voile de compétition, aujourd'hui on appellerait ça du match racing. Donc match racing, c'est une régate un petit peu particulière qui voit s'affronter non pas une flotte de bateaux sur une ligne de départ et sur un parcours donné, mais 2 bateaux.
Donc il ne s'agit pas de prendre le meilleur départ, il s'agit tout simplement de maintenir l'autre dans la fumée de ses voiles, voilà, et donc de le contrôler. Sur des combats mano à mano, cette notion de prendre l'ascendant du vent, finalement, elle n'a pas changé au fil des années. Donc voilà, je vais, pour les combats de la frégate, particulièrement de la frégate Égalité, lorsqu'elle est engagée, voilà, sur des petits combats, je vais aller puiser un petit peu dans mes souvenirs de jeunesse. Ça a été autrement plus qu'abreux pour Trafalgar, parce qu'effectivement, rendre intelligible, accessible le combat d'une flotte regroupant 60 vaisseaux, j'ai un petit peu effectivement sué pour visuellement que ce puisse être accessible à un public pas nécessairement averti, voilà, ni chevronné. C'est une ligne de crête, c'est un petit peu évoqué dans le film en introduction, contenter les férus d'histoire et puis rendre la chose accessible, avec cet écueil qui est aussi vrai pour la compréhension de la saga, mais pour la pratique de la voile en général, qui est ce fichu vocabulaire qui quand même peut rebuter de prime abord. Donc rendre la chose la plus visuelle possible. Après, en termes de sources historiques, la source de la Marine nationale, il y a eu aussi beaucoup d'éléments qui m'ont été communiqués. J'évoquais tout à l'heure les relecteurs bienfaiteurs, mais ils sont autant de sources d'approvisionnement en termes de faits historiques. Et puis citons-le, parce que c'est quand même quelque chose d'assez inédit dans l'histoire de l'humanité, Wikipédia, quand même une somme de savoir à la portée de tous qui est absolument effarante. Alors comme toute source, il convient de la recouper, déjà d'en identifier son producteur, et puis il convient de la recouper. Voilà, mais il y a quand même déjà beaucoup de choses. Et puis des récits d'époque, et notamment ces fameux journaux de bord, voilà, qui illustrent déjà un petit peu ce qu'ils ont cherché à entreprendre et ce qui a été réellement accompli. Une autre question. Là, ici. Voilà, merci Xavier Bontemps, merci encore, passionnant. Qu'est-ce qu'on sait de l'époque sur finalement la technique de la voile en 1805 ? Je pense à la capacité à tenir au près, la vitesse de ces bâtiments de guerre avec un Beaufort 4 ou 5, ou la précision des canons. Est-ce qu'on a des données ? On est capable d'imaginer dans un vrai film ce que ça peut donner ? Alors on en a assez peu, à l'exception de ces journaux de bord, mais je disais tout à l'heure, qui vont retranscrire des infos assez factuelles, tant de milles parcourus, telle manœuvre entreprise. Là, ce serait une question qui serait intéressante à poser à Yann Cariou, commandant de l'Hermione, commandant actuel de l'Hermione, dont je sais qu'il a été absolument effaré par le potentiel, les qualités marines et le potentiel de vitesse de la frégate lors de son voyage inaugural. L'Hermione a tenu notamment sur sa transatlantique retour des moyennes journalières, en tout cas des vitesses moyennes, de l'ordre de 14 nœuds et plus. C'est dire. Et pourtant, on est sur une génération de frégates qui est antérieure à notre égalité. C'est dire si ces bateaux étaient diablement bien dessinés, bien équilibrés. Et c'est dire si, lorsqu'ils étaient bien menés, ils pouvaient laisser bien des Anglais dans leur sillage. Donc du récit factuel d'époque. Et puis dans l'emploi, mais on en a hélas si peu, quand je vois le mal que se donnent les Chiliens et même les Russes pour maintenir à flot et faire naviguer leur patrimoine à 3 ou 4 mâts, et quand je vois ce qui reste aujourd'hui sous pavillon français, ça fait un petit peu de peine. Voilà. Mais en tout cas, bravo à l'Hermione, au Bélem et consorts, en tout cas, de maintenir ces patrimoines à flot, voilà, et de nous restituer d'une certaine façon les qualités originelles de ces engins. Ouais. Sur le près, peut-être qu'ils n'arrivaient quand même pas à faire 18 degrés du lit du vent. Non, alors les tirants d'eau étaient... Alors, on est aussi sur des notions de charge embarquée qui sont absolument effarantes.
Dans le tome 6, Gilles Belmont prend le commandement d'une division légère et se retrouve donc à bord d'un 74 qui a pour nom le Suffren. Et donc je me suis plongé un petit peu dans les quantités embarquées pour un voyage au long cours. C'est un truc de dingue. Vaches, poules, cochons, veaux, vivants naturellement, hein, par dizaines et par douzaines et par douzaines. On est sur 200 millilitres d'eau, sur plus de 1200 litres de rhum. Important, là. Autant de vinaigre pour couper l'eau quand celle-ci viendra accroupir. Voilà. Donc ce sont des points embarqués absolument effarants. Et évident, j'imagine qu'un navire en début de croisière n'offre pas les mêmes qualités véliques qu'il ne va en offrir plus léger en fin de périple. Le prêt n'est évidemment pas l'allure de prédilection de ces machines-ci. Dans une moindre mesure pour les briques, corvettes qui étaient autrement plus affûtées, avec des gréements plus élancés, des tirants d'eau plus profonds, des quilles plus fines. Mais tout ce qui était vaisseau de ligne, on peut imaginer que 45-50 degrés du vent, quand les conditions de mer le permettaient, c'était déjà très bien. Je ne sais pas si on arrive au bout, non? Il y a encore... parce que tu nous as parlé du tome... Dernière question, mais courte. Courte. Bonjour, Clotilde au lycée en première à l'Institut Sainte-Geneviève. Vous avez pris combien de temps pour écrire le livre? Et est-ce que vous avez eu des difficultés ou des gênes pour écrire ou quelque chose comme ça? Alors, il y a une fonctionnalité sur Word, propriété, j'ai découvert ça il y a peu, qui permet de savoir combien de temps on a travaillé sur un document. Et c'est marrant parce qu'en vérité, pour chaque opus, on va retrouver à peu près le même contingent d'heures. Donc chaque tome, c'est de l'ordre de 2400 heures d'écriture. En termes de problématiques rencontrées, si ce n'est mes enfants tourbillonnant dans mes jambes, non, il n'y en a pas eu spécialement. Puisque je les évoque, le tome 1, c'est un ouvrage que j'ai écrit pour eux, mais à une époque où je ne les connaissais pas, puisque je ne les avais pas. Voilà. Donc avec cette avec cette idée de laisser un jour à mes enfants quelque chose, voilà, papa vous a écrit une histoire. Voilà. Donc ça a été la vraie motivation à l'écriture de ce tome 1. Voilà. Quelque chose qui les fasse un petit peu voyager, s'évader, et qui accessoirement leur donne voilà, quelques clés, quelques connaissances de l'histoire de ce si beau pays dans lequel ils ont eu la chance de naître. Oui, Philippe Petier, professeur de lettres. En fait, j'avais deux questions. La première, c'est qu'en général, un premier écrit publié est précédé d'autres essais. Donc, est-ce qu'il y a d'autres essais? Et l'autre chose, je voulais savoir si, tout simplement, vous aviez profité de la proximité entre La Rochelle et Rochefort pour aller naviguer sur l'Hermione ou sur le Bélem, ou si vous-même, vous avez navigué sur ces grands gréements. Alors, antérieurement à l'écriture du tome 1 et puis de la saga, je n'avais rien composé d'autre que des discours de mariage, lesquels copains, depuis, gardent religieusement leurs discours. Voilà. Mais non, pas d'expérience particulière. Pas non plus d'expérience, et c'est quelque chose que j'espère assouvir bientôt, mais aucune expérience ni à bord de l'Hermione, ni du Bélem. Voilà, je naviguais une fois à bord de la frégate russe, le Standard, un fabuleux moment, mais on est là dans quelque chose architecturellement de très antérieur à cette époque, de quasiment un siècle, mais un vrai moment de bonheur, en tout cas, voilà, en baie de La Rochelle. Voilà. Bien. Vincent, tu as une question? Si, mais... Bien, le temps est venu de conclure. Je tiens à remercier chaleureusement Fabien Clos pour avoir bien accepté de nous parler pendant 1h30 avec passion. Et je pense qu'il a attiré un énorme ici un nouveau public de lecteurs. J'engage tout le monde à lire ses livres. Quand on commence, on ne peut pas s'arrêter. Je remercie également Vincent Camprenon qui a animé ce débat avec brio.
toute amitié. Et je vous donne rendez-vous le 25 janvier pour le prochain numéro des Mardis de la Mer. L'invitée est Isabelle Autissier, navigatrice, présidente d'honneur du WWF, sur le thème Méditerranée, un bel exemple de gestion écologique et économique. Hormis, pour prendre des livres sérieux, je vous signale qu'Isabelle Autissier et Francis Vallat, qui est président d'honneur de l'Institut français de la mer, ont commis un livre d'interviews croisées, Notre avenir s'écrit dans l'océan. Si vous avez envie de le lire pendant les vacances, c'est très facile à lire, c'est assez intéressant. Voilà, je vous remercie et vous donne donc rendez-vous. Je vous souhaite une bonne fin d'année et à l'année prochaine. Merci, Vincent.